Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Osnel et je raconte des histoires de meurtres tous les 2 jours en ce moment parce que je suis en vacances. Oui, je suis en vacances pour 4 mois là. Parce que je ne fais pas mon stage, tout simplement. Je vais le faire plus tard dans l'année. Je ne le fais pas dû à des problèmes de santé. Donc voilà, j'ai décidé de publier des vidéos tous les 2 jours. Donc si tu aimes des histoires de meurtre, des histoires qui font un peu peur, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre là ou là. Enfin, je sais pas, on verra bien. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo s'adresse à un public averti. Cette vidéo est déconseillée au moins de 12 ans. Alors, comme vous l'aurez deviné avec le titre, nous allons parler du célèbre procès de Amanda Knox. Amanda est née le 9 juillet 1987 à Seattle et elle y a grandi avec ses 3 sœurs. En 2005, Amanda obtient son diplôme, l'équivalent du bac ici, et elle se met à étudier la linguistique à l'université de Washington. En rapport avec ses études, Amanda décide de voyager et le premier pays qui l'attire était l'Italie, tout simplement parce qu'elle s'y était déjà rendue à ses 15 ans. C'est ainsi qu'en 2007, Amanda se rend en Italie après avoir travaillé comme une folle pour économiser de l'argent. Une fois en Italie, Amanda s'est installée dans une maison à Via della Pergola et elle y vivait avec 3 colocataires. Parmi ces colocataires, il y avait une certaine Meredith Kercher. Retenez bien ce nom. Alors revenons donc à Amanda. Amanda, une fois en Italie, va se trouver un petit job dans un pub dont le propriétaire s'appelait Patrick Lumumba. Un jour, Amanda et Meredith vont se rendre à un concert et c'est à ce concert que Amanda va faire la connaissance d'un jeune homme italien, Raphaël Solecito. Les deux vont rapidement se mettre ensemble. C'est ainsi que le soir du 1er novembre 2007, Amanda et Raphaël vont passer la soirée ensemble après que le patron d'Amanda lui a envoyé un message lui disant qu'il n'avait pas besoin d'elle ce soir-là. Le lendemain, à son réveil, Amanda décide de retourner chez elle et en rentrant, la première chose qu'elle constate, c'est que la porte d'entrée était largement ouverte. Elle entre néanmoins dans la maison et une fois rentrée, elle se rend dans la salle de bain. Là, elle trouve des gouttes de sang dans l'évier. Malgré ses premiers constats, Amanda va prendre une douche et en sortant de la douche, elle va constater une empreinte de pied tachée de sang sur le tapis de la salle de bain. Avec tous ces constats, Amanda va décider de retourner chez Raphaël parce qu'elle avait peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison. Raphaël va donc revenir avec elle dans la maison et en entrant dans la maison, ils vont constater que la porte de la chambre de Meredith était fermée. Inquiets pour elle, ils vont essayer de la joindre par tous les moyens sans succès. Au même moment, 2 officiers vont arriver dans la maison parce que le téléphone de Meredith avait été retrouvé dans le jardin d'un habitant du village, du coup, et la police avait été contactée. En arrivant dans la maison pour rendre son téléphone à Meredith, ils vont tomber sur Amanda et Raphaël qui vont leur expliquer la situation. Les officiers vont donc décider d'appeler les militaires. Et une fois arrivés, les militaires vont démolir la porte de la chambre de Meredith et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur le corps de Meredith. Après l'autopsie du corps de Meredith, le rapport officiel disait que Meredith avait été abusée sexuellement et on retrouvait sur son corps l'ADN d'un homme inconnu. Notez aussi que le corps de Meredith était couvert de 49 blessures. Sur la scène du crime se trouvaient Amanda et Raphaël qui, sur le lieu du crime, s'embrassaient et se faisaient des câlins, comme on le fait, je sais pas à quoi le comparer, mais ils s'embrassaient et se faisaient des câlins comme si le corps de Meredith ne gisait pas à quelques mètres d'eux, dans sa chambre. Perso, j'ai pas compris. Chacun réagit au traumatisme à sa manière, mais leur manière de réagir au traumatisme était irrespectueuse, selon moi. Non, tu ne fais pas ça. Le 5 novembre, la police va convoquer Raphaël pour un interrogatoire et à son arrivée, il était accompagné de Amanda. Au début de son interrogatoire, Raphaël va raconter à la police que Amanda et lui avaient passé toute la soirée chez lui, sauf qu'à un moment donné, son histoire va changer parce que il a eu un interrogatoire qui a duré plusieurs heures, les officiers n'arrêtaient pas de lui crier dessus, donc au bout d'un moment, tu ne sais même plus ce qui est la réalité de ce qui n'est pas la réalité, tout simplement. Des interrogatoires comme ça, je trouve ça vraiment monstrueux parce que, en fait, on peut te pousser à avouer un meurtre que tu n'as pas commis. Donc, son histoire va changer, l'histoire de Raphaël va changer et il va raconter à la police que Amanda n'est pas arrivée chez lui avant 1h du matin. Suite au témoignage de Raphaël, la police va se mettre à fouiller le téléphone d'Amanda pour essayer de découvrir où elle était, oh là là, je suis fatiguée moi, où elle était à l'heure
du meurtre. Du coup, ils vont tomber sur le message que son employeur Patrick lui avait envoyé ce soir-là et sur la réponse qu'Amanda lui avait donnée. Alors, le message de Patrick disait qu'elle n'avait pas besoin de venir travailler ce soir-là et Amanda va lui répondre on se voit plus tard. La police ou les officiers vont donc tirer la conclusion que les deux avaient prévu de se voir un peu plus tard dans la soirée. C'est à ce moment-là que la police va décider en fait de poser des questions à Amanda et elle va subir une interrogatoire musclé, un interrogatoire comme Raphaël a subi et à un moment donné elle va accuser son patron Patrick d'être le meurtrier de Meredith. À la suite de ces accusations, la police va se rendre chez Patrick et l'arrêter et Raphaël et Amanda seront arrêtés le lendemain, soit le 6 novembre. Plus tard, Amanda va rédiger une lettre qu'elle enverra à la police leur disant qu'elle n'était pas sûre de ces accusations contre Patrick. Et 3 semaines après l'arrestation de Patrick, l'un de ses clients va pouvoir confirmer son alibi, ce qui fera que Patrick sera relâché. La police va alors décider de se focaliser sur Amanda et Raphaël. C'est ainsi qu'ils vont décider de faire une perquisition du domicile de Raphaël. Et à son domicile, ils vont trouver un couteau qui semblait correspondre à l'arme du crime. Ils vont du coup effectuer des analyses ADN sur ce couteau-là, et sur le manche du couteau sera retrouvé l'ADN de Amanda, et sur la lame sera retrouvé l'ADN de Meredith. Plus tard, une empreinte sera retrouvée sur l'oreiller de Meredith, et cette empreinte correspondait à un homme appelé Rudy Herman Guédé. L'empreinte de ce monsieur sera aussi retrouvée sur le corps de Meredith, sur la sangle de son soutien-gorge, et sur son t-shirt. Sauf que avant toutes ces découvertes-là, Rudy avait fui l'Italie et s'était rendu en Allemagne. En novembre 2007, un mandat d'arrêt international sera délivré contre Rudy et il sera arrêté peu de temps après. Après son arrestation, Rudy va confirmer qu'il avait bien vu Meredith le jour de sa mort et qu'il y avait eu des préliminaires entre eux, rien de plus, d'où son ADN se trouvait sur la sangle de soutien-gorge de Meredith. Rudy raconte qu'ensuite il s'est rendu dans la salle de bain et une fois dans la salle de bain il a entendu des cris, donc il est revenu dans la chambre de Meredith et là il a vu un homme sur Meredith et cet homme aurait essayé de l'attaquer, lui Rudy, avant de s'enfuir. Rudy aurait essayé du coup d'éponger le sang avec une serviette et c'est là qu'il a laissé son empreinte sur l'oreiller de Meredith. En septembre 2008 débute le procès de Rudy. Du coup, avant son procès, Rudy va raconter que Amanda n'était pas présente ce jour-là, sauf que pendant son procès, son histoire va complètement changer. Rudy va raconter que la personne qu'il a vue s'enfuir avait la silhouette de Amanda. C'est ainsi que Rudy sera déclaré coupable d'avoir apporté son aide à un meurtrier et il sera condamné à 30 ans de prison. Suite à cela débutera le procès de Amanda et Raphaël. Alors les accusations du procureur vont se baser sur leur comportement sur le lieu du crime, le fait qu'ils s'embrassaient, le fait qu'ils se faisaient des câlins. Perso, moi aussi, je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon, voilà, chacun réagit à un traumatisme comme il peut. Donc, qui suis-je pour les juger? Donc, le procureur va se baser sur ça, mais aussi sur le fait que l'ADN d'Amanda aurait été retrouvé à certains endroits de la maison. Enfin, je trouve ça con parce qu'elles vivaient ensemble, quoi. Enfin, allô? Logique que son ADN se retrouve à certains endroits de la maison. Enfin, allô, quoi? Allô? Non, mais... je sais pas quoi dire. Le procès va durer 323 jours et à l'issue du procès, Amanda sera condamnée à 26 ans de prison et Raphaël à 25 ans de prison le 4 décembre 2009. Un an après, soit le 24 novembre 2010, aura lieu le procès en appel et à ce moment-là, Amanda et Raphaël avaient déjà passé 3 ans en prison. Au cours du procès en appel, la défense va